Notre invitée ce soir, Linda Kebab, bonsoir. Bonsoir. Je le disais, vous êtes déléguée nationale du syndicat SGP Unité Police. Des caméras pour équiper les utilisateurs de LBD. Vous êtes pour ? Dans l'absolu, puisque les caméras ont vocation à faire révéler la vérité, on n'y est pas totalement opposé. Reste que son application, en tout cas sa demande aujourd'hui, elle semble plutôt répondre à une accusation a priori des forces de l'ordre, et donc la perception dans les rangs policiers, c'est finalement ce sentiment d'être acculé et accusé par l'opinion publique d'une part, mais également par la représentation politique. Et puis il y a aussi son application sur la voie publique. Comme vous l'entendiez, dans le cadre de l'état de légitime défense ou l'état de nécessité, en tout cas dans une situation d'urgence, on n'a pas le temps d'activer la caméra. Et puis il y a aussi cette question de la praticité, puisqu'il semble remonter du terrain que les caméras donc, qui sont en dotation par l'administration ne soient pas très efficaces, très efficientes, très pratiques à porter. On est sur des caméras qui ont quand même répondu à des normes d'appel d'offres de marché public, donc du coup pas forcément ce qu'il y a de mieux en matière d'utilisation. Et donc du coup, peu probable qu'il soit vraiment très utile puisque l'autonomie est assez limitée. On parle de 2 à 3 heures d'autonomie de batterie. On parle d'un encombrement assez important, une incompatibilité avec le port du LBD qui, lui, se fait à hauteur de torse, etc. Donc voilà, dans l'absolu, on entend cette réponse du ministre qui se fait un peu à la demande d'associations qui ont déjà, a priori, jeté l'opprobre sur l'ensemble de la fonction policière en France. Mais voilà, enfin, on est obligé de se soumettre au débat et en tout cas de l'entendre. Les policiers le disent. Ça peut aussi permettre enfin d'avoir une véritable émergence de la vérité, puisque depuis le début, c'est assez tronqué, puisqu'il y a beaucoup de partisanerie de part et d'autre. D'un mot, vous avez des informations concrètes sur ces caméras ? Vous pouvez les avoir par exemple dès samedi prochain ? Alors le DGPN, donc le directeur général de la police nationale, a émis une note et qui demande à tous les services qui en ont déjà dans leurs armoires de les sortir et donc de doter les effectifs qui vont être en utilisation du LBD, donc toutes les personnes habilitées. On sait très bien qu'il y a des services qui n'ont pas suffisamment de dotation en caméra, donc de toute manière, on n'est à l'évidence pas tous les policiers qui seront dotés samedi. Alors, la polémique monte en effet ces dernières semaines autour de ces présumées violences policières. Il y a une semaine, un policier à la retraite a lui-même poussé un coup de gueule. Il a posté une vidéo très remarquée sur Internet dans laquelle il appelle, je cite, à arrêter le massacre. Je précise que c'est un militant syndicaliste CGT et communiste. On l'écoute et je vous fais réagir juste après. Nous avons eu à une époque des grosses situations de maintien de l'ordre. Mais jamais nous avons eu des blessés comme ceci. Jamais. Là, il faut arrêter le massacre. Il faut arrêter le massacre. Où allez-vous, les gars? Où vous allez, là? Parce qu'on vous a donné 100 et quelques euros par mois? Non, il faut arrêter, les gars. Vous avez des gosses en face, des retraités en face, vous avez des femmes en face. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Et je vois que ça vous fait réagir, Linda Kebab. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Depuis combien de temps est-ce qu'il a quitté la police ? Parce que la contestation sociale d'aujourd'hui, c'est pas la contestation sociale des années 90 que la CGT a pu connaître avec des services d'ordre bien définis et identifiés, où autrefois la CGT arrivait elle-même à tenir ses cortèges quand désormais, on l'a vu malheureusement avec les manifestations durant la loi travail qui ont été gangrénées par des casseurs et qui ont empêché l'expression de la démocratie sociale. C'est la syndicaliste qui parle. La démocratie sociale est importante dans notre pays, c'est elle qui fait avancer notamment les acquis sociaux et tout ce qui permet aujourd'hui de s'exprimer. Mais d'autre part, quand on entend un ancien policier qui utilise le mot massacre, moi j'ai envie de renvoyer aux grandes heures de l'histoire. Est-ce qu'on est dans un massacre de la Saint-Barth? Est-ce qu'on est pas plutôt dans une espèce de récupération politique où on va faire des policiers des gardes suisses devant les Tuileries? Mais on est en train de parler, si les quelques dizaines de blessés, ce sont toujours des dizaines de trop. Entendons-le bien. Quelques dizaines de trop. Recontextualisons. On a 80 000 policiers tous les samedis qui font des horaires démentiels face à des personnes qui veulent en découdre, avec une utilisation massive d'armements interdits comme des bombes artisanales. Est-ce que c'est pas lié justement au caractère inédit de ce mouvement, effectivement mal organisé, avec peu ou pas de services d'ordre, et effectivement face à eux, des policiers, vous le dites, usés, fatigués, et qui rend propice les dérapages? Mais j'ai même pas envie d'utiliser le mot dérapage parce qu'il y a un mot qu'on a oublié depuis le début de ce débat, c'est le mot humain. Comme si les policiers n'en étaient pas, comme si les policiers n'étaient pas blessés. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de cet homme éborgné le 24 novembre, qui est le premier éborgné de ce mouvement de contestation? C'est un policier. Quand on entend le mot massacre, on a l'impression que ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont massacrées, alors qu'au prorata du nombre d'utilisation du lanceur de balles de défense, en tout cas, on est dans des chiffres infimes, on est à moins de 1% de blessés graves. Alors ce sont toujours ça de trop, évidemment. Il faut tendre vers le zéro blessé, mais il faut aussi
se rendre compte qu'on ne peut pas parler de violence policière comme si c'était systémique. Je pense que ce monsieur a quitté la police depuis un petit peu trop longtemps parce que sinon il se serait rendu compte de la baisse des effectifs. Et il y a aussi une chose importante, c'est que le maintien de l'ordre à la française a changé. Il est exemplaire dans sa doctrine, dans sa théorie. Il l'a toujours été, on l'a toujours vu dans l'histoire du maintien de l'ordre français. Sauf qu'on a eu une baisse des effectifs des CRS. Et là où autrefois les CRS arrivaient à avoir une méthode de dissuasion, c'est-à-dire ils constituaient des barrages de 200 effectifs, à savoir 2 compagnies de CRS. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de même. Si on arrive à mobiliser sur une ligne 120 effectifs, c'est déjà un miracle. Ce qui fait que du coup, on a une dissuasion qui est beaucoup moindre et une prise de contact par les manifestants, et on l'a vu le 24 novembre, le 1er décembre et le 8 décembre, qui est bien plus rapide. Et ça, forcément, quand on a de la prise de contact, on a forcément des blessés. Parlez-nous justement de cette doctrine en matière de maintien de l'ordre aujourd'hui en France. C'est quoi les consignes? C'est on ne va pas au contact, on ne va au contact que pour riposter face à une attaque. Quelles sont les consignes qu'on vous donne, et notamment à la veille de manifs de Gilets jaunes? Mais de toute façon, les consignes restent la doctrine qui est celle du maintien de l'ordre et qu'on est obligé d'appliquer, qu'on ne peut pas changer comme ça dans l'urgence. On peut pas. Elle a évolué dans le temps. La dernière doctrine du maintien de l'ordre a été signée en 2012 sous Hollande, sur le dernier trimestre de 2012. Depuis, elle n'a pas évolué. Le souci, c'est son application et sa possibilité d'application sur la voie publique au vu du nombre d'effectifs. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le moins de contacts possible, c'est l'utilisation des gaz lacrymogènes, qui ici sont très incommodants. Le gaz lacrymogène est très aveugle, il ne fait pas de distinction entre les bons et les mauvais, mais en tout cas, il évite le contact. On l'a vu le 24 novembre avec des rangs de CRS notamment qui ont été pris à partie, avec des commandants aguerris au maintien de l'ordre qui nous ont dit 2 samedis de suite, on pensait que certains d'entre nous allaient y laisser leur peau, pour dire les choses très vulgairement. Et puis, on a surtout un maintien de l'ordre qui répond plus finalement à cette casse constante et à cette violence et surtout à la présence de personnes qui veulent s'en prendre à des policiers. On a des personnes qui sont armées, on a des bombes artisanales, on a des bombes avec des clous là-dedans. Donc et puis il y a un tabou aussi qu'on n'évoque pas dans la presse. Ce sont tous ces manifestants blessés par d'autres manifestants. Parce que quand vous lancez une bombe artisanale avec des clous à l'intérieur, des boulons, et que ça saute, et que vous avez pris des manifestants pacifiques en bouclier humain, c'est utopique de penser qu'ils ne sont pas touchés. Pourquoi vous parlez de tabou? Parce qu'ils n'osent pas se dénoncer entre eux? Mais parce que personne ne l'évoque. Les Gilets jaunes, en tout cas, nous avons l'intime conviction que la majorité est pacifique. Nous continuerons à aller dans cette théorie-là. Nous refusons d'entrer dans un débat dogmatique qui est hystérisé aujourd'hui par des images dont certaines sont des fake news sur les réseaux sociaux. Mais on refuse aussi d'ouvrir le tabou de la violence dans les cortèges des manifestants. Parce que c'est aussi reconnaître qu'il y a des manifestants qui sont tellement violents et aveuglément violents que, faute de toucher les effectifs de police, touche aussi les manifestants. Je voudrais votre avis sur les smartphones et les réseaux sociaux qui, effectivement, font maintenant partie du quotidien des forces de l'ordre. Est-ce que les policiers, les gendarmes se sentent, j'allais dire, pardon de le dire vulgairement, un peu fliqués, un peu surveillés en permanence? Est-ce qu'ils sont plus fébriles à l'idée qu'il y ait des caméras partout, parce que c'est le cas? Qu'il y ait des caméras partout prévues par les agglomérations, c'est pas un souci. Le problème, c'est l'utilisation qui en est faite. Elle est souvent tronquée. Il y a des montages, il y a des mises en scène, il y a. Ça a changé la donne dans votre métier, ça? Bien sûr que ça a changé la donne parce qu'aujourd'hui, on a des effectifs qui doivent rendre compte de tout et de n'importe quoi, surtout, avec des champs de vision qui sont tronqués, avec des actions de police qui sont limitées. Où on n'a ni la conclusion, ni le début, ni la contextualisation des événements, ni ce qui se passe autour de la caméra et du filmeur, parce qu'il y a souvent aussi une subjectivité du filmeur. Et donc, du coup, on se retrouve toujours avec ces accusations a priori, et puis des enquêtes qui, a posteriori, dédouanent les policiers, mais en tout cas qui sont une charge de travail supplémentaire pour les effectifs de police. Et puis, il y a aussi cette publication de l'identité des policiers, de leur visage. Je fais moi-même l'objet de menaces de mort aujourd'hui que j'ai publiées notamment sur les réseaux sociaux. J'ai fait une liste non exhaustive des menaces dont je fais l'objet. Pourtant, je suis fonctionnaire de police parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette crainte de l'effectif de police avec l'anonymisation sur les réseaux sociaux, la publication des vidéos, l'appel au meurtre des policiers. Puis on a des policiers qui sont jetés comme ça à la vindicte populaire. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment, Linda Kebal, d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes déléguée nationale du syndicat SGP Unité Police. Merci beaucoup. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.